Oui, merci madame la présidente. Monsieur le directeur, j'avais, 3 questions. Une, de je dirais, qu'est-ce qui s'est pas enfin, on a eu cette réorganisation, vous l'avez dit et il faut le souligner, cette réorganisation de passer de 5 000 à 10 000 places de réanimation avec, à peu près en Crète, 7 000 personnes, hospitalisées. Pour autant, on a vu qu'on avait beaucoup de mal à mobiliser les personnes non Covid sur de la pathologie non Covid avec une difficulté de recours aux soins avec parfois des retards de diagnostic. Est-ce qu'on a une évaluation de la surmorbidité ou surmortalité durant cette crise? Une autre question, quel est votre point de vue actuel sur ce qui se passe en Chine avec la résurgence de quelques clusters? Et troisième point, est-ce que l'on doit réévaluer notre stratégie de prise en charge des virus type coronavirus avec d'entrée de jeu, un tracing comme le fait la CPM actuellement, avec des dépistages massifs, avec de l'isolement massif de manière plus généralisée. Puis juste une petite précision, tout à l'heure, ma collègue je notais parlait de la logistique de livraison des masques. Je ne crois pas que nous ayons abordé la problématique de Géodis dans cette histoire-là. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Sur votre hommage au doublement des capacités de réanimation, je le partage évidemment parce que c'est une prouesse humaine et technique, hein. C'est d'abord de trouver des équipes qui sont capables de doubler les effectifs, la présence multiprofessionnelle, multidisciplinaire auprès d'un malade de réanimation, c'est quelque chose d'extraordinaire en termes évidemment logistique, en termes de pousser les murs, hein, ce qu'ont vraiment fait les soignants, c'était tout à fait magnifique. Alors là, vous posez un sujet très important qui est la balance qu'il y a eu entre non-Covid et Covid. On est monté effectivement à 7100 malades Covid au pic, mais il y avait encore des lits disponibles et des malades non-Covid. Mais par contre, effectivement, j'ai été très préoccupé dès le début par l'impact de la crise, mais peut-être en termes de ressenti chez les patients atteints de maladies chroniques qui n'ont pas osé déranger leur médecin traitant se disant qu'il était déjà au front, qui n'ont pas osé aller à l'hôpital en service de néphro, de cardio, de pneumo, de suivi hémato parce qu'ils étaient peut-être inquiets sur la sécurité du parcours. Et donc on a très vite dit attention, si vous avez une maladie chronique, si vous avez des soins, si vous avez un dépistage de cancer, si vous avez des chimios, si vous avez des soins à faire, faites-les. On a même dit aux parents de faire vacciner leurs enfants. Donc il y avait des soins de santé publique ou des soins de suivi de pathologie chronique qui étaient absolument indispensables. Il y a un impact qui est maintenant bien démontré et documenté par Santé publique France, à la fois sur la baisse des consultations et sur l'augmentation d'un certain nombre de pathologies. Et il y a des résultats assez atypiques. Il y a des gens qui ont même, entre guillemets, amélioré leur état de santé pendant la crise. Donc peut-être aussi parce que le mode de vie était très différent pendant la crise, qu'ils ont fait peut-être plus attention à eux ou à leur traitement. Tout est possible. Il y a eu à la fois cette évolution favorable et défavorable. Ça, je parle de l'état clinique. Il y a eu aussi, vous le savez, l'impact sur la santé mentale. Et c'est très important, sur la qualité de vie au sein de la famille et au sein du couple. Donc tout ça doit faire l'objet d'une évaluation précise. C'était peut-être encore un peu tôt, parce que notamment pour les pathologies chroniques, il faut qu'on sache si ça a un impact sur les cancers, sur les pathologies neurocardiovasculaires. Mais en tout cas, c'est évidemment très très important. Et puis, il y a eu le boom, et ça c'est peut-être un bénéfice de cette crise, le boom des téléconsultations. C'est-à-dire que les Français ont appris aussi à joindre leurs médecins et à joindre leurs professionnels de santé par téléconsultation, ce qui est en soi une très bonne chose, qui est à la fois approuvée par les patients et approuvée par les professionnels de santé. Mais je pense qu'on doit travailler dans ces périodes de crise à un accès sécurisé à des soins, et c'est peut-être là qu'on doit renforcer l'information des patients sur le fait qu'il y a des gestes, des actes, des suivis qui sont vraiment indispensables et qu'ils doivent faire malgré toute la gravité de la situation. Sur la situation en Chine, aujourd'hui, on a très peu d'informations, mais effectivement, les Chinois qui n'avaient plus beaucoup de cas ont à gérer un cluster à Pékin, et je crois qu'ils le gèrent de façon très volontariste. Et sur Géodis, c'est un prestataire qui est directement en lien avec Santé publique France, donc je vous encourage à leur demander directement parce que je ne connais pas de façon précise comment ils ont interagi sur la logistique. Oui. Il me restait quelques secondes, madame la Oui, pardon, présidente. allez-y. Non, juste, il y avait une dernière question à laquelle vous n'avez pas répondu. C'était doit-on changer notre stratégie pour d'autres virus de type coronavirus? Doit-on tout de suite être dans un dépistage massif, dans un tracing CPAM et a-t-on une visibilité
juste rapidement, a-t-on une visibilité, je reviens sur ma première question, sur la surmortalité cardiovasculaire, par exemple, sur les retards de prise en charge de douleurs thoraciques venant de patients qui avaient peur d'être pris en charge. Donc l'organisation aussi au sein de l'hôpital dans ce cas-là. Alors, deux questions très difficiles. Sur la mortalité, on aura peut-être les premières tendances à la fin du mois de juin. C'est-à-dire qu'on aura l'analyse des certificats de décès, de savoir de quoi les gens sont morts sur ces 6 premiers mois. Est-ce que c'est beaucoup du Covid ou est-ce que c'est d'autres maladies ou est-ce qu'au contraire on observe des surprises sur une diminution de mortalité de d'autres causes. Donc ça sera évidemment très, très important de regarder précisément de quoi sont décédées les personnes au cours de ce premier semestre. La question que vous posez sur les coronavirus, elle est terriblement compliquée parce que je vais vous donner 3 exemples. Le SRAS a fait peur à tout le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un effondrement du trafic aérien. Il y a eu 8000 cas, 800 décès, et ça s'est arrêté. Le MERS-CoV est très inquiétant, très létal, mais il ne donne quasiment pas d'épidémie. Il est toujours là, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'il est là. Il est toujours au Moyen-Orient, on ne sait pas très bien quel est son réservoir. De temps en temps, il y a une bouffée, il y a un cas secondaire, il y a une épidémie nosocomiale, et ça s'arrête alors qu'il était considéré comme inquiétant, et qu'il a d'ailleurs donné une épidémie importante en Corée. Et le coronavirus que l'on affronte, le SARS-CoV-2, peu de virologues lui donnaient, entre guillemets, des chances pandémiques, mais il s'avère qu'il est en train d'évoluer, alors pas forcément de muter, hein, je suis prudent, mais d'évoluer, de s'adapter comme tous les virus. Tous les virus font ça, ils s'adaptent à l'autre puisque c'est la seule façon de survivre. Et donc là aussi, il faut qu'on soit très attentif à sa capacité à attaquer l'homme en termes de récepteurs. Est-ce qu'il va attaquer différents... Vous avez vu que la dexaméthasone est probablement le seul traitement aujourd'hui qui fonctionne. Ce n'est pas un anti-infectieux, c'est un anti-inflammatoire. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une part inflammatoire très importante et peut-être des terrains particuliers, des susceptibilités génétiques, des fragilités qui font qu'on surréagit à l'infection en donnant ces tableaux graves. Donc je pense qu'il faut qu'on soit très modeste, très humble face à nos incertitudes scientifiques et en particulier à nos non-connaissances actuelles du virus, mais c'est très difficile de prévoir ce que sera le suivant, en sachant par ailleurs, je le rappelle, qu'il y a beaucoup de coronavirus chez l'homme, au moins 5 ou 6 sont, on va dire, entre guillemets, classiques et bénins, et c'est peut-être aussi ce qui explique la faible proportion d'enfants touchés, c'est parce que ces enfants font des infections banales à coronavirus et qu'ils ont, entre guillemets, je mets bien les guillemets, une immunité croisée et donc qu'ils sont probablement un peu plus capables de répondre, même s'il y a des enjeux de récepteurs et qu'on peut en débattre longtemps.